Bonsoir tout le monde. Nous voici réunis aujourd'hui pour échanger sur un thème qui très souvent n'est pas connu du grand public. Dans le cadre de nos activités de l'association Entre Terre et Ciel, vous avez le département des Tech Médias qui a lancé la Focus TV. Et c'est la Focus TV qui va réaliser cette émission dont le thème a été lancé par les Nations Unies, ça fait maintenant 10 ans. Et ce thème, c'est par la perspicacité de la première dame du Gabon que les Nations Unies sont parvenues à inscrire le 23 juin comme étant la journée mondiale ou la journée internationale de la femme veuve. Et c'est pourquoi nous avons tenu à faire appel à vous, les mamans veuves. Je citerai Madame Jacqueline Sadel, qui nous vient de Limete, qui est juste là à ma droite. Madame Jeanne Kalombo, qui nous vient de Lemba, qui est en face de moi. Bonsoir, madame. Madame Odia Brigitte, qui vient de Ngiringiri. Bonsoir, madame. Et nous avons fait appel aussi au professeur, chef du département de sociologie et anthropologie de l'Université nationale pédagogique. Bonsoir, monsieur Roger Kapalaï. Voilà. Alors, cela étant dit, nous vous laisserons les loisirs vraiment de nous expliquer, de nous dire comment vous vivez le veuvage. Merci pour la parole. En fait, moi, je suis une personne qui encadre les femmes vivancelles, dont la majorité est composée des femmes veuves. Bon, la manière de vivre le veuvage est vraiment multiforme et elle diffère d'une personne à l'autre. Dans certains cas, le veuvage est vécu avec dignité, avec respect. Par contre, dans d'autres cas, le veuvage est vécu difficilement. Au fait, qu'est-ce qui se passe au dernier soupir du conjoint? Qu'est-ce qui se passe avec la veuve? D'emblée, elle perd la tête, elle est désorientée complètement. Et elle se pose mille et une questions. Elle se dit, qu'est-ce que je vais devenir? Ça n'est fini avec moi, avec mes enfants. Nasuki Nangai. Elle pense que après le décès de son mari, il n'y a plus de vie. Elle se sent abandonnée complètement. Parfois même, elle vit un certain traumatisme qui sort de l'ordinaire. Elle est pleine de sentiments de peur, d'insécurité. Elle se pose mille et une questions. Qu'est-ce que je vais devenir avec les enfants? Qui va assurer la scolarité de mes enfants? Qui va prendre la charge du vécu quotidien de mes enfants? Il y a les transports pour l'école des enfants, les manger, les soins médicaux. Tout ça, la femme est troublée, complètement troublée. Et il arrive des fois où on n'accepte même pas cet état de vie-là. Et la non-acceptation de cet état de vie provoque souvent des blessures intérieures, avec comme conséquence des maladies psychosomatiques comme la gastrite et autres. Souvent aussi, la femme va se replier sur elle-même. Elle ne s'épanouit plus. Elle est là, en train de se poser mille et une questions. Finalement, elle perd tout son sens de vivre sur cette terre parce qu'elle ne sait pas à quel sens se vouer.
Mais madame, comment vous accompagnez ces dames? Parce que vous dites que vous accompagnez les dames qui vivent avec leur situation de veuve. Oui, on les accompagne spirituellement, par exemple. On les aide à connaître l'évangile, la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Lorsque vous avez perdu un conjoint, il ne faut pas vous délaisser, il ne faut pas vous laisser faire. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui vous soutient, un Dieu qu'on appelle le Dieu des veuves et des orphelins. Et on les encadre aussi par des petits apprentissages, des petits métiers générateurs plutôt de recettes, pour leur apprendre à s'auto-prendre en charge. Au lieu de rester là en train de quémander, parce que souvent, quand la veuve est restée seule, il y en a qui se moquent d'elle. Quand elle vient vous voir, non, elle est venue demander quelque chose, tout ça. Alors, on leur apprend des petits métiers générateurs de recettes pour une autoprise en charge. Donc, on assure leur développement intégral. Et madame Jeanne Kalombo, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, la façon dont je peux dire, comprendre le veuvage, surtout chez nous ici en Afrique, c'est très dur. C'est très dur d'abord par l'absence de l'autre. Il est parti. On est resté seul. On doit faire le rôle et du papa et de la maman. Alors vous voyez là maintenant qu'on est déséquilibré, on ne sait pas quoi faire. C'est comme dirait maman Sadel, que la souki, ça c'est le mot parfois qu'on présente, de le souffle du mari est parti. On s'écrit, là on est seul avec le mari, on s'est dit mais c'est fini. Qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je veux partir? Surtout si on est locataire, alors là on est foutu. On se demande comment est-ce qu'on va payer les loyers, le minerval, tout ça. La femme reste là, peut-être on est perdu. On a même envie de le suivre. Le mari dit, mais pourquoi il m'a laissé? Viens me prendre, que je parte aussi avec toi. Puisque laisser comme ça, je vais laisser avec qui? Qui viendra me secourir? Autant mieux qu'on parte, puisque ça, c'est une charge que vous me laissez. Et je n'ai personne pour me garder. Bien qu'il y ait la belle famille, bien qu'il y ait les autres à côté, la société, mais on ne voit pas cette société-là. On se voit vidé. On est vidé, complètement vidé. On est là, on n'entend plus ce que les autres disent. On se demande, mais on est où là? Les nuages. On réfléchit, on ne trouve pas de réponses. Il y a des questions qui vous tournent la tête, mais on n'a pas des issues de réponse. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des enfants. Et des enfants. Même s'il y a des enfants qui sont déjà grands, mais ceux qui sont à bas âge, les enfants sont là tout autour de vous. Le papa est parti, les enfants pleurent. Maman, où est papa? Tout ça. Vous sentez que il y a même la chanson de le monsieur là, le Sénégalais là, qui a chanté où es-tu papa, où es-tu papa? C'est très dur. Quand j'entends cette chanson là, vous chantez ça, vous voyez vraiment les enfants en train de pleurer leur papa, qu'on ne peut pas donner la réponse. Où es-tu papa? Mais où il est où? On ne le verra plus. C'est très dur. C'est très très dur. Être vraiment une veuve, ce n'est pas une vie à vivre. Mais on n'en peut rien. Il faut s'y faire. Il faut enlever cette fatalité-là. Il faut aller de l'avant. Il ne faut plus regarder derrière. Il faut avancer. Avec la charge, il faut avancer. C'est ça. Merci. Madame Odia, qu'est-ce que vous en pensez aussi? En fait, je parle dans le même sens. Quand on devient veuve, là, je suis en train de voir une femme qui vient de perdre son mari. Et oui, le cri qu'on lance le premier, c'est Natsuki Wapi. Je deviens qui? Je deviens quoi? Donc, c'est en fait une cassure qui s'est faite entre la vie antérieure, la vie qu'on connaissait et la vie qui va commencer. Et donc, on est comme devant un gouffre, on ne sait pas, gouffre ou de chemin qui s'ouvre devant vous et vous ne savez pas quelle direction prendre. Et c'est justement ces questions-là. On se pose tellement de questions. À un moment même, il y a des gens qui peuvent croire que vous vous posez des questions, vous êtes là dans le vide. Mais c'est dans le vide là qu'on se pose des questions. Et c'est
les réponses. Moi, je crois les réponses qu'on donne à ces questions qu'on se pose, qui vont donner une certaine orientation dans le futur. Parce que quand on reste sur les questions, on reste sur la frustration, comme disait maman Jacqueline, vraiment on se perd, quoi. On se perd, et même quand on risque de tomber malade, et même il y a d'autres qui souhaitent terminer avec la vie. Mais quand on fait, je dirais qu'on prend en main la situation, on peut alors chercher à orienter autrement sa vie, chercher à sortir de ce gouffre, sortir de ce noir, essayer de voir la petite lumière qui pointe dans ces noirs qui vient de s'ouvrir devant nous. Donc c'est vraiment difficile, mais quand on ne veut, c'est difficile à expliquer, quoi. C'est très bien. C'est dommage, on aurait bien voulu avoir aussi des veufs pour nous dire qu'est-ce qu'ils en pensent une fois qu'ils ont perdu leur compagne. Mais là, la journée a été décrétée une journée des mamans veuves, parce que c'est très souvent elles qui en pâtissent. Mais je vais passer la parole au professeur qui va nous donner un point de vue là-dessus, avant qu'on ait à vous poser une autre question pour voir quelle pourrait être la suite. Merci beaucoup, monsieur l'administrateur. D'abord pour l'honneur que vous venez de faire au département de sociologie et anthropologie de l'Université pédagogique nationale, UPN, en nous invitant sur ce plateau pour pouvoir échanger sur un thème qui nous préoccupe, qui est un thème qui fait l'objet d'ailleurs de nos différentes études, nos différentes observations, un thème des sociétés. Ça, c'est la première occasion que je vous donne ce point de vue-là. Mais deuxièmement, je m'en vais dire que la société africaine ou les sociétés africaines sont des sociétés fondamentalement lignagères. Donc, c'est des sociétés qui sont basées sur la solidarité et la fraternité. À partir de cette solidarité, de cette fraternité, en principe, la femme, en tant que membre de la société, ne pouvait pas, n'est-ce pas, déplorer la situation telle qu'elles sont en train de nous les présenter. Parce que la solidarité africaine nous accompagne. Mais malheureusement, on est dedans. On est dedans pourquoi? Est-ce que c'est parce que la société n'a pas pris sa responsabilité? Est-ce que c'est par le comportement des femmes elles-mêmes? Est-ce que c'est par le comportement des familles, des maris, ou de leur propre famille? Voilà. Autant de questions que nous nous posons par rapport à cette situation. Mais il faut savoir que cette situation peut être analysée de deux points de vue. Selon qu'on est dans les milieux ruraux ou selon qu'on est dans les milieux urbains. Dans les milieux urbains, c'est le cas d'ailleurs maintenant, la modernité nous a imposé des lois, des textes légaux auxquels il faut absolument se soumettre. Est-ce que ce texte ne protège pas les femmes après le décès de leur mari? Nous allons peut-être, avec l'évolution du débat, y revenir. Par contre, dans les milieux ruraux, d'ailleurs, ce qui est de notre tradition,
il me semble que le problème soit déjà résolu. Mais malheureusement, cette solution qui avait été trouvée ne peut pas être acceptée par les femmes en ville. Et généralement, c'est le cas que je vois quand on observe. Nos ancêtres, néanmoins, avaient déjà prévu, après le décès du conjoint, ce qui devait se passer. C'est-à-dire, la femme ne pouvait pas sortir de la cour avec ses enfants pour aller rentrer dans des difficultés comme celle-ci. La femme devait rester dans la cour et devait être héritée par un membre de la famille. Mais cette réalité, cette pratique-là, ne peut pas, je pense que même les mamans vont le dire, ont du mal, ces pratiques-là ont du mal à pouvoir être acceptées dans les milieux urbains. Or, si cette pratique était acceptée normalement, je crois que d'office, les enfants sont pris en charge par leur oncle, en désignant évidemment l'un d'entre eux qui devait absolument succéder à son grand frère ou son petit frère. Maintenant, quand nous venons en ville, nous trouvons une autre réalité. La réalité, c'est que normalement, la femme en ville a l'accès à un travail. Mais malheureusement, pour la plupart des cas, il n'y en a pas qui accèdent au travail. C'est peut-être le cas que nous déplorons maintenant. Parce que dès que le mari meurt, la femme n'a pas de travail et on l'abandonne avec ses enfants, alors elle va vivre ça. Mais si elle a du travail, par contre, elle va quand même, c'est vrai, c'est difficile de vivre l'uniparentalité, mais elle pourra toujours surmonter le fait de s'être séparée avec son mari. Parce qu'elle a quand même un peu un apport qui vient à partir du travail. Merci. Les dames, qu'est-ce que vous en pensez? Vous auriez souhaité qu'on vous mette entre les bras des membres de famille de votre défunt mari ou comment? Ou bien vous dites que ça c'est réservé à ceux qui vivent au village et pas vous qui vivez en ville? Et là, j'enchaînerai pour poser une question. Est-ce que les veuves sont prises en charge dans la société ici? Bon, je dirais que au-delà même du travail ou pas? Les veuves ne sont pas prises en charge. Il n'y a pas de pension alimentaire de la part de l'État. Non, il n'y en a pas. Néanmoins, ce que je sache, c'est que ceux qui travaillent dans l'administration, hein, les agents qui travaillent dans l'administration, de leur vivant, je donnerai par exemple un exemple tout court, un directeur qui prend par exemple son salaire à 200 000 francs. À sa mort, la veuve toucherait moins de 10%. C'est moins de 10%, ici à Kinshasa. Et à l'intérieur, c'est 5%. Donc c'est presque rien. Donc c'est pour dire que c'est presque, quand on dit que c'est la rente de survie, je ne sais pas si c'est ça la rente de survie. On ne vit plus. Alors là, ce n'est pas la vie. On ramène encore la femme à aller commander par-ci, par-là, à vendre les pondus en haut, les mapas et tout ça, de matin, tout au matin. Et ça, c'est déplorable. Ce n'est pas signifiant. Il ne faut pas compter aussi les loyers, il y a la santé, il y a les études des enfants. Tout ça, c'est rien, c'est rien. Donc l'État n'a pas de subside pour la veuve. Il n'y a rien. Que prévoit le code des familles sur ce plan-là? Le code des familles ne prévoit rien. Oui? Vous, maman Jacqueline, vous qui défendez les femmes, au lieu de la prière, vous pouvez aussi les amener voir les ministres des Affaires sociales peut-être?
Justement, il y a un code de famille qui prévoit, si je ne me trompe pas, qu'après la mort du conjoint, que 75% des biens reviennent aux enfants et les 25 qui restent sont divisés entre l'épouse, la veuve et la famille du défunt. C'est ce que prévoit le code. Et moi, je l'ai lu. Et je confirme que c'est ça qui est prévu dans les codes de famille. Mais malheureusement, avec tout ce qu'on vient de dire ici, comment on maltraite la veuve, elle est abandonnée, malheureusement, ce code de famille n'est pas vulgarisé. Il est là quelque part dans des tiroirs. Moi, j'aurais pensé, j'aurais souhaité même que ces codes soient vulgarisés. Par exemple, au cours des mariages civils dans des communes, il faudrait que les bourgmestres en parlent pour que les gens sachent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est prévu par l'État. Moi, je pense que le code n'est pas suffisamment vulgarisé. Et j'aurais souhaité qu'il soit vraiment vulgarisé pour que la femme sache qu'elle a des droits quelque part. Mais moi, je ne sais pas, hein, maman Jacqueline, combien même on ferait ça? Est-ce que après, quand l'homme décède, l'État ne vient pas pour voir est-ce que ce qui a été vulgarisé est appliqué? C'est ça le problème. Quand il y a décès, c'est la famille, la belle famille qui s'élève et qui donne, je dirais, qui fait sa loi. C'est cette belle famille qui dit, ok, puisque l'homme est décédé, on récupère tout, on prend tout, et puis bon débarras, soit on te jette sur l'avenue, soit si on veut faire ce que monsieur le professeur a dit, on te trouve un monsieur là qui est déjà marié, qui est plein de femmes. On te dit tu seras 5e, tu seras 6e, et toi tu n'as qu'à fermer la bouche et accepter, parce que tout simplement tu ne peux pas subvenir aux besoins de ta famille. Et moi je crois que si on doit prendre ça, mettre ça en ville, aucune femme censée ne l'accepterait. Pourquoi est-ce que je vais prendre le frère de mon mari? Parce que tout simplement je suis devenue veuve. Oui, au-delà de quoi? De ce fait que je sois veuve, je suis quand même une femme. Je suis une femme et j'ai mon accord à donner, à ce que je sache. Je ne vais pas prendre un homme parce que tout simplement j'ai des enfants à prendre en charge. Non. Et moi je crois que l'État, puisqu'on parlait de l'État, l'État devrait, à mon avis, faire comme le Gabon. Notre État devait faire comme le Gabon, suivre, alors que l'homme est décédé, qu'on suive pour aller appliquer maintenant ce que la loi, le code de la famille fait. Sinon, ça ne sert à rien. Et justement, maman Brigitte, si on arrivait à vulgariser le code de famille, les membres de famille des défunts sauraient que la femme a droit à quelque chose, que de rasir tout, mettre les enfants et la femme dehors, s'approprier de tous les biens du conjoint. Avec le code de famille vulgarisé, je crois que chacun devrait se mettre à sa place. Oui, si bien même on le fait. Mais maintenant, qui sera derrière pour sanctionner si ce n'est pas fait? C'est ça le problème. Enfin, je ne sais pas, moi je trouve ça. Parce qu'il y a la connaissance, mais il y a l'application. Je sais que c'est mauvais, je dois porter mon masque, mais je ne l'ai pas porté. Et il n'y a personne qui sanctionne. C'est ça le problème. Le problème est là. Qui sanctionne? Qui suit ça? Mais peut-être que les concernés ne portent pas à la connaissance de celui qui doit sanctionner. Les concernés, c'est la veuve. La veuve qui est concernée, elle est déjà fragile. Elle vient de perdre son homme. Non, mais vous n'allez pas demander à l'État de mettre un policier derrière chaque veuve pour voir si on applique les codes de famille. Si on peut le faire, ne fût-ce que pour un temps, je crois que les belles familles peut-être vont réajuster. Même si on demandait, on mettait cette loi en application, est-ce que vous pensez vraiment que nos belles familles pourront respecter ça?
Pendant le deuil, ils sont là, ils vous regardent. Et pendant le deuil, c'est comme dirait le professeur. Il y a déjà quelqu'un à côté qui te regarde là. Et même maman Jeanne, je vous coupe pas la parole. Moi, je vois l'homme décède. Et on vient demander à la femme la clé de la chambre pour qu'on aille fermer la chambre pour que cette femme n'accède plus à la chambre. Mais non, tu ne peux pas te mettre debout parce que tu es là par terre. Tu ne peux même pas saluer les gens. On te dit non, non. S'il peut saluer, il faut saluer d'autres veuves. Parce que même d'autres femmes qui sont mariées ne pourront pas avancer devant toi pour te saluer. Ils disent non, 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 ça c'est la malédiction. Je risque aussi de perdre aussi mon mari. Professeur, qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Tout à l'heure, je venais de dire qu'il fallait avoir il y a deux images. Il y a l'image traditionnelle et l'image moderne. Donc, la société rurale et la société moderne. Vous comprenez ce que je viens de dire tout à l'heure. Madame vient de dire que non, elle ne peut pas accepter qu'à côté, où elle est en train de travailler, à côté, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui surgit, qui dit que non, moi maintenant je suis un mari, alors que c'est un petit frère qu'elle a connu, c'est peut-être un grand frère qu'elle a connu chez elle à la maison, donc elle n'accepte pas. Mais par contre, dans la société traditionnelle, donc dans les milieux ruraux, ça peut passer. Dans la plupart des cas, dans certaines cultures, ces pratiques, ces réalités sont opérationnelles. Et on voit évidemment bien que ça garantit la continuité du clan. Ça garantit la sécurité de la femme et des enfants. Mais comme je venais de le dire, quand nous venons dans les milieux urbains, les problèmes se posent parce que ici, il y a d'autres réalités. Vous êtes en train de le dire, d'autres réalités. Il y a des textes, il y a des lois. Maintenant, vous regardez les textes, vous regardez les lois. Mais parfois, des textes et des lois, comme maman venait de le dire, qui ne sont pas appliqués, qui ne sont pas mises en application. Alors là, il y a aussi une difficulté. Ils ne sont pas mis en application. Il y a une difficulté, pourquoi? Parce que, est-ce que, comme monsieur l'administrateur venait de dire, est-ce que c'est de l'ignorance de la femme par rapport à ses droits, ou tout simplement, c'est parce que on accepte que l'État continue à avoir cette attitude vis-à-vis de la femme veuve. C'est ça. Et nous voyons ici, il y a toujours le débat dans nos sociétés africaines de manière générale, même congolaises. Il y a des débats sur la parité homme-femme, les droits de la femme, on brandit les droits de la femme, par les femmes d'ailleurs. Mais on ne voit pas là où on met en exergue la situation de la femme après le décès de son mari. Et ça ne fait pas, ça ne préoccupe pas les femmes qui sont activistes des droits de la femme. En tout cas, on ne voit pas ça. Sinon, l'accent est mis toujours sur les postes à occuper, mais pas le problème réel que vivent les femmes, surtout après le décès de leur mari. Là, il y a un problème. C'est là où la responsabilité aussi va être partagée. L'État, autant, il est responsable de la situation de la femme après le décès de son mari, autant la femme elle-même, elle est responsable de sa situation parce qu'elle ne veut pas se prendre en charge. Se prendre en charge, c'est aussi revendiquer ses droits. Donc, reconnaître ses droits et le revendiquer. Mais aussi, la responsabilité revient à la société. Comme nous venons de le dire, il y a beaucoup d'éléments dans la société qui... Vous ne pensez pas que, avant que le monsieur meure, il avait aussi le devoir aussi d'en parler avec sa femme, de savoir un peu d'éduquer sa femme. Puisque quand vous dites qu'il faut parler dans des médias comme les femmes, tous ces veulent la parité, mais ça doit commencer aussi dans le ménage. Le mari est là,
Vous ne voyez pas quand même le mari dire à sa femme que si moi je meurs, tu vois mon petit frère là, il va te prendre. Ah non. La femme aussi ne voudra pas. Mais le monsieur peut déjà dire à la femme que vous voyez comme nous vivons ici, il faudra faire un effort, peut-être de travailler, peut-être de s'occuper de ci, de cela, que ça soit comme ton bien à toi seul, qu'on ne vienne pas t'arracher ça. Même si ceux qui disent qu'ils vont prendre la femme et les enfants, c'est tout simplement puisqu'il y a du bien. S'il n'y a pas de bien, il ne viendra pas se mettre à la maison pour commencer à gérer la femme et les enfants. Ou alors, il viendra là, commencer à gérer la femme. À un moment donné, tout va disparaître et les femmes, les enfants dehors. Oui, maman... Donc, c'est pour le bien. Oui, la situation, elle est là. Nous avons parlé de la modernité. Toutes les dispositions ont été prises, même dans les mariages, les systèmes. C'est quel système vous avez choisi, par exemple? Vous voyez? Alors, mais maintenant, pourquoi, malgré qu'on a choisi tel ou tel système, qu'au décès du mari, la femme est toujours en difficulté par rapport à la famille de son mari? Et pas seulement à la famille de son mari, même par rapport à sa famille. Parce que, vous savez, c'est comme ça que nous voyons, nous vivons, nous observons. Vous étiez là au mariage, vous étiez en train de servir le membre de votre famille, mais les jours où vous perdez votre mari, la famille, même votre famille vous abandonne. Hein. Ce n'est pas nécessairement la famille de l'homme. Hein. Là maintenant, ça dépendra maintenant de la façon dont vous avez vécu avec votre société. Voilà, donc vous êtes aussi abandonné par votre propre famille. Oui. C'est ce qui fait peur, comme vous l'avez dit ici, à la femme quand elle voit qu'elle a perdu son mari. Parce qu'elle voit qu'elle est abandonnée de part et d'autre. Oui. Mais maintenant, les mariages qu'il y a eu, vous avez opté pour quel système? Ça aussi, l'État a prévu cette disposition pour pouvoir sécuriser la femme après le décès de son mari. C'est pourquoi, je crois qu'à un certain moment, il y avait une campagne dans cette ville et à travers le pays pour que les gens puissent aller contracter le mariage civil obligatoirement. Parce que ça fait partie aussi des soupapes de sécurité pour la femme particulièrement. Mais aussi, parce que l'administrateur a dit là, parce qu'on parle de la journée de la femme, mais aussi pour l'homme. Parce que l'homme aussi, quand il reste avec les enfants, mais il a aussi des ennuis de la part de la famille. Mais comme ce n'est pas le cas, non, c'est pas moindre, c'est trop dur, c'est trop dur, c'est pas facile. Comme ce n'est pas le cas, nous parlons d'abord du cas de la femme, on y revient. Donc, il n'y a pas moyen, maman, pour que l'homme, pendant qu'il ait envie, qu'il puisse dire à sa femme que non, préparer l'esprit de sa femme que non, écoutez, quand moi je vais mourir, il faut que mon petit frère là puisse t'hériter. Non, c'est impossible. Il ne peut pas dire ça. Mais il le sait. Non, ici, on ne dit pas. Ici, on parle des coutumes, oui. Des cultures. Ça, c'est automatique. On a déjà, j'ai dit ici, les ancêtres avaient déjà pensé à ça. Oui. Et c'est resté déjà comme une loi, une règle de conduite. Dès que moi je meurs, les enfants doivent rester dans la famille pour la continuité du clan. Ok, le clan doit continuer. Mais il ne peut pas aller ailleurs. Mais comment maintenant ces enfants peuvent rester pour continuer les clans? Ça dit qu'on va passer par des systèmes qui est peut-être les sororats, comme on l'appelle, le terme qui convient sociologiquement, ou les léviras. Il y a des termes qui sont appliqués pour pouvoir régler cette question, soit du côté de l'homme, soit du côté de la femme. Vous voyez? Donc, dès que l'homme est parti, la famille, comme j'ai dit, la femme reste dans la cour. Et à ce moment-là, ça a peur d'aller être malmenée ou d'être en insécurité. Elle est partie. Elle va continuer avec les chants, si elle est au village, les mêmes chants que son mari, donc sa famille, la famille de son mari lui avait donné. Elle va rester toujours avec les enfants. Et les membres de la famille vont intervenir dans cette situation. S'il vous plaît, je voudrais revenir sur ce que le professeur Roger a dit tout à l'heure à propos des femmes activistes des droits de l'homme. Oui, j'invite nos sœurs quand même, parce que toutes les femmes n'ont pas la possibilité de revendiquer leurs droits. Ce n'est pas toujours facile. Mais au moins nos sœurs là,
qui se disent activistes des droits de l'homme pouvaient aider leurs sœurs à faire quelque chose. Nous sommes d'accord qu'on revendique la parité, les postes et tout comme ça, mais je pense que ça c'est un problème épineux du veuvage. Et nul ne l'ignore que nos sœurs qui sont veuves vivent difficilement, comme vous venez de le dire. J'invite nos sœurs activistes des droits de l'homme à se pencher sur cette question. De pouvoir trouver des mécanismes, des stratégies pour faire vivre, faire appliquer les codes de la famille, par exemple, et défendre les droits des leurs sœurs qui n'ont pas la possibilité de le faire. Ben, ce serait peut-être mieux que ça se fasse le 8 mars, hein? Parce que le 8 mars, bon, c'est plutôt le port de pagne qui intéresse la société que de revendiquer les droits. Ouais. Mais je vais saisir un peu cette occasion pour savoir, allez, c'est vrai, il y a les femmes qui sont veuves, d'abord dans la société, on ne sait pas comment la belle famille considère les femmes veuves, mais surtout, comment les femmes mariées considèrent-elles les femmes veuves? Je commencerai par dire que cela dépend aussi de l'attitude de la veuve dans la société. Son comportement. Accepterait-elle de se remarier? Ça dépend de sa façon de vivre. Il y en a qui acceptent de se remarier. Il y en a qui en ont marre, ils disent non, non, c'est assez comme ça. Je n'aimerais pas encore devenir deuxième fois veuve ou bien perdre mon mari ou bien tout ça. Alors, les mariés aussi, ils ont peur d'être les amis des veuves. Parce qu'à chaque fois qu'ils sont peut-être en couple, ils pensent que vous allez leur ravir le mari. Ils ont un œil là, ils disent, lui déjà, il est déjà comme ça. Je n'aimerais pas être son ami. Hein. Je n'aimerais pas être son ami puisqu'on risque que mon mari jette un coup de coude, puisqu'elle est maintenant célibataire. Ah oui? Elle vit seule. Donc mon mari peut prendre de mon salaire là et puis jeter là-bas pour les autres enfants. Et à la longue, ça devient une amitié et puis à la longue, c'est le mariage encore. Alors souvent les mariés ont peur, les femmes mariées ont peur de regarder les veuves. Ils sont là, ils sont un peu réticents. Ils se retirent un tout petit peu. Mais à ce moment-là maintenant, aux veuves maintenant de ne pas baisser aussi les yeux, de ne pas se voir que non, quand on me voit c'est seulement pour aller prendre leur mari, non. Il faut être forte. Il faut aller de l'avant. Il ne faut plus regarder derrière. Il ne faut même pas s'occuper le mari. Non, 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 non. On ne peut pas vivre ensemble. C'est comme on dirait, par exemple, on dit l'adage de moi si en demandant moi si à Liba là-bas, on va laisser comme côté. Il sera contaminé. Ah. Qui sera contaminé? C'est la mariée. Ah oui? Ah, ça, c'est la meilleure. C'est la même chose qui que veuve et mariée ne peuvent pas vivre ensemble, sinon la mariée sera contaminée, elle risque aussi de perdre aussi son mari. Oui, mais ça, donc les femmes mariées, elles ont leur raison d'être, de penser comme ça. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que ça c'est la conception urbaine, hein, parce que dans des villages, je ne pense pas. Oui, dans des villages, c'est comme le professeur a dit que c'est la famille. C'est la famille. Dès que tu perds, il y a quelqu'un qui s'occupe. Tu ne peux pas partir ailleurs, tu es là sur place. Mais devrait-on bannir les cultures ou les coutumes de nos villages une fois qu'on arrive en ville? Je laisserai peut-être aussi au professeur de dire un peu cela, lui le sociologue. Oui, le sociologue va nous aider à comprendre. Parce que dans les villages, certainement que vous accepterez, comme disait le professeur tout à l'heure, de rester dans la cour familiale et que peut-être les autres femmes mariées du village ne vous prendraient pas pour des concurrentes. Il y a aussi une chose... Mais est-ce qu'on devrait rejeter nos coutumes, nos cultures La façon de vivre au village, je m'excuse, la façon de vivre au village, chaque femme a son champ. L'homme va au champ, coupe les arbres, et puis la femme cultive la terre, a le produit pour sa petite famille. Mais en ville, l'homme doit aller travailler. Il a un salaire. Et maintenant qu'on dit qu'on va prendre nos coutumes, les amener en ville,
Donc cet homme qui touche 200 $, 200 000 francs, au lieu de partager avec sa femme et ses 2 ou 3 enfants, se retrouve avec une deuxième femme et, je ne sais, 5 femmes pour le même salaire. Et je crois même l'homme refuserait. Même l'homme refuserait. Et donc, moi, je crois qu'amener les coutumes ici en ville, je ne sais pas ce que dirait le professeur, mais je crois que ça sera vraiment difficile. Et même l'homme refuserait. Bien, merci, monsieur l'administrateur, parce que il se pose un problème de deux mondes. Et il faut amener les coutumes des villages en ville. Je peux répondre en ceci. Tout le monde, donc, des gens qui vivent en ville, ils sont venus du village. Les gens qui vivent en ville, ils sont venus du village. Et chacun a une référence. Parce que pour se dire qu'on est d'abord congolais, donc congolais, on doit d'abord être identifié en tant que originaire d'eux. Vous comprenez? Donc il est difficile dans ces conditions-là de pouvoir quitter totalement ces valeurs culturelles authentiques. Donc ces valeurs nous poursuivent jusqu'ici. Même si nous essayons de pouvoir emprunter de valeurs occidentales, mais nous voyons d'ailleurs, c'est cela la difficulté que nous avons. On peut même dire que la difficulté que rencontrent les femmes veuves ici, c'est dû au fait qu'on n'a pas bien géré les valeurs culturelles traditionnelles et les valeurs culturelles modernes, héritées de la modernité. Alors, on ne sait pas faire la jonction entre les deux sortes de valeurs. Parce que quand vous perdez vos valeurs, quand vous ne voulez pas suivre les coutumes, vous dites que non, ça ce sont les coutumes, moi maintenant là je suis là. Et si vous les perdez totalement, vous êtes maintenant déculturé. Vous êtes déculturé. Et si vous êtes déculturé, mais vous avez cherché à avoir les valeurs occidentales, mais malheureusement que vous n'allez pas maîtriser. Et si vous ne maîtrisez pas les valeurs occidentales, vous avez déjà ignoré vos valeurs traditionnelles. Mais vous êtes entre les deux. Et vous êtes qui? Sans identité, vous êtes zombie. Alors donc, c'est un problème. C'est un problème. Nous devons absolument garder avec nous nos valeurs, nos coutumes, nos traditions. Mais il faut que ces coutumes, ces valeurs, ces traditions évoluent. Il y en a qui sont obstacles à l'évolution. Là, il peut se faire, il peut s'ouvrir une possibilité de discuter. Mais il y en a qui sont encore, qui peuvent nous aider à pouvoir avancer. Donc nous pouvons les garder. Je ne dis pas que par rapport à l'évolution de la situation au monde, avec la mondialisation aujourd'hui, que nous soyons authentiquement dans la coutume. Je ne veux pas aussi dire que nous puissions aller prendre les valeurs culturelles des autres, parce que ce sont les coutumes des autres, pour venir régler la conduite de notre comportement. C'est ce qui pose problème. Vous voyez, il y a un problème là-bas, et donc la cohabitation ou comment je peux dire, le transfert de valeurs modernes en valeurs traditionnelles, parce que d'abord c'est ce qui est authentique, comment nous pouvons les adapter? Si on n'arrive pas à les adapter, donc nous sommes en difficulté. Et cette difficulté, c'est nous-mêmes qui allons le résoudre. Mais en gardant d'abord ce qui est... Parce que ce qui fait que vous puissiez exister, c'est d'abord votre identité culturelle. C'est d'abord ce que vous avez vécu. Mais si vous ignorez ça, ça veut dire que vous vous êtes ignoré. La culture fait l'homme, l'homme l'identifie et s'identifie à elle. Mais si vous n'en avez pas, alors ce qui fait la culture, ce sont les coutumes là. Mais vous ignorez ça. Alors vous voulez devenir qui? Il y a un problème.
Donc dans notre lutte, dans nos démarches, nous devons absolument avoir la soupape. Nous ne devons pas perdre notre identité, notre culture. Et dans le cas échéant, il faudrait que le veuve aujourd'hui accepte de prendre le frère de Marie. Oui, ça attendez, peut-être que c'est ça que vous direz dans votre conclusion, mais bon, vous voyez vous-même que le sujet est tellement intéressant, il est dense. Aujourd'hui, nous avons mis l'accent sur la partie sociétale. Peut-être que demain, on fera appel aussi aux juristes et aux politiques pour avoir l'autre aspect de ce sujet. Nous ne pouvons pas épuiser le sujet aujourd'hui, car vous voyez vous-même que ce n'est pas facile. Il y a les coutumes qui jouent, il y a l'aspect, les vécus du quotidien, et ça devient un peu difficile pour les veuves. En souhaitant vraiment, comme disait maman Jacqueline, qu'il faille vulgariser complètement le code de famille pour que les gens comprennent, et les vulgariser même dans les langues nationales, parce que oui, on peut les vulgariser seulement en français ici à Kinshasa, mais dans les fins fonds de village, les gens ne comprendraient pas. Alors je vais quand même vous repasser la parole pour essayer de tirer des conclusions qui ne sont pas définitives, parce que je vous dis, c'est un aspect, on a vu que l'aspect sociétal, on aurait pu avoir un juriste à côté, on aurait pu avoir un politique, parce que ce sont eux qui font des lois, et puis ce sont eux qui font des campagnes électorales, qu'est-ce qu'ils racontent dans leurs campagnes, et ainsi de suite. Mais cela viendra prochainement. Alors je vous laisse la parole pour qu'on puisse chuter aux conclusions, et on demandera au professeur de faire une synthèse sur ce plan-là. Ce que je dirais, c'est que la veuve qui a perdu son mari ne laisse pas tomber les bras. Elle doit être courageuse, prendre toutes ses forces, parce qu'elle sait qu'elle a encore des enfants dont elle a la charge, complètement la charge. Le mari n'est plus là, elle doit se mettre debout. Et en ce qui concerne ses droits, il faut que la femme aussi fasse un effort quand même pour connaître. C'est bien beau qu'on vulgarise, mais la femme aussi doit aller vers les droits, vers la loi pour connaître ses droits et les revendiquer. Si on ne connaît pas ses droits, on ne saura pas les revendiquer non plus. Il faut commencer par connaître ses droits et enfin on les revendique. À la société de prendre soin de la veuve, de compatir à sa détresse, de l'aider, de l'assister. À la famille du défunt, de partager la charge des enfants au lieu de laisser cette pauvre femme en train de se poumonner ça et là et quémander, devine mendiante. Non, ce n'est pas digne aussi. La famille devrait être fière d'avoir une veuve avec des enfants qui sont bien, qui vivent dignement dans le respect. Quant à l'État, qu'il fasse son travail, comme je viens de le dire, vulgariser, et surtout pour les veuves dont les maris ont rendu des services loyaux à cette nation, qu'on pense à améliorer la rente des survie des veuves. Voilà un peu ce que je pouvais dire pour finir. Oui. De même aussi, je vais accompagner maman Adèle de la même façon. Je dirais aussi que la veuve se mette debout, quel que soit le problème qu'elle peut rencontrer, qu'elle soit courageuse, qu'elle ne soit pas là courbée, dire que c'est pourquoi seulement moi. Non, non, il faut y aller de l'avant, comme je l'avais dit avant. Il faut y aller de l'avant, il faut travailler. Et nous demandons aussi à notre État de subvenir, de regarder un peu en arrière. Nos veuves, elles sont tellement nombreuses. Si vous voyez, il y a des veuves militaires, il y a des veuves par ici, c'est beaucoup. Bien sûr, c'est un lourd fardeau pour le gouvernement. S'il faut réunir les veuves, vraiment, il y en a beaucoup. Que l'État fasse quand même quelque chose, surtout pour la rente de survie, pour ceux qui travaillent, comme Maman Adèle l'a dit, qui l'ont rendu un royal service à l'État. Mais ces gens-là souffrent beaucoup. Tu verras peut-être un veuve qui ressort avec la rente de survie de 5 000 francs. Ce n'est pas possible. Pour en faire quoi? Donc que l'État quand même jette un coup d'œil
Je dirais même que maman Denise, qui regarde un tout petit peu ces femmes-là qui souffrent, ces mamans veuves, ce sont ces mamans-là peut-être dans la campagne, ils sont toujours là debout, hein? Toujours debout. D'abord le peuple qu'on avait dit, voilà ce peuple-là qui crève. Merci beaucoup. Bon, moi je dirais à la veuve de s'élever, de savoir que la vie n'a pas pris fin avec le départ de son mari. La vie continue. Et puisque la vie continue, il faut la vivre. Et j'ajouterai quelque chose. Je prends la Bible. Dans la Bible, il est écrit, il y a un Dieu qui se proclame lui-même qu'il est le défenseur de la veuve. Si vous trouvez vraiment que vous êtes délaissé, abandonné, venez vers Dieu et lui, il va vous soutenir. Non seulement qu'il soutient et qu'il défend la veuve, mais il s'est fait appeler encore le père des orphelins. Et je crois que tout celui qui met son espoir dans le Seigneur, il trouvera bien un chemin tout tracé dans son cœur et il saura quoi faire pour continuer à vivre. Merci beaucoup, monsieur l'administrateur. Nous venons de constater que la situation, après le débat que nous avons eu ici, la situation de la femme après le décès de son mari est une situation très difficile. Nous avons eu à le démontrer ici, par exemple, parce que les femmes elles-mêmes ont parlé de la situation. Mais nous avons le devoir de sensibiliser les acteurs qui s'intéressent à la question de la femme, de pouvoir, n'est-ce pas, décrypter tous les aspects de la vie de la femme. Il n'y a pas seulement que la vie politique, il n'y a pas que d'autres vies, il y a aussi cette vie qui est difficile ici, qui nécessite d'être analysée et pour que les solutions soient trouvées. Je demande à ce que le média, comme ces plateaux ici, puisse vulgariser, n'est-ce pas, ce que nous venons de dire, parce que de temps en temps, nous voyons seulement, on vulgarise la journée internationale de la femme et d'autres journées, mais la journée de veuve, elle qui reste avec même des enfants, cette journée n'est pas vulgarisée. Il faut absolument qu'on puisse absolument y revenir. Je demande à la famille, je demande à la société et à nous tous de pouvoir regarder les cris d'alarme des femmes, surtout les femmes qui ont perdu leur mari et qui sont restées avec des enfants. La situation est difficile. Nous devons absolument tous apporter quelque chose. Voilà à ce niveau du débat. Je vous remets le micro. Alors merci à tout le monde, merci aux dames d'avoir accepté de venir débattre avec nous ce sujet qui est un sujet difficile, sociétal, et dont on pourrait continuer sur d'autres aspects. Donc aujourd'hui c'était l'aspect sociétal, mais il y a l'aspect politique, il y a l'aspect juridique, on pourrait voir ça dans le futur, et je tiens à vous remercier. Je remercie aussi toute l'équipe de ETEC Média de la Focus TV qui nous a accompagnés, et surtout un grand merci au restaurant Bao, restaurant congolais, situé sur l'avenue Aguenya au numéro 1 bar 204. Alors merci à tout le monde et bonne soirée.